Si vous avez 200 000 $ de côté, vous êtes à une décision de vous bloquer pour les 20 prochaines années. Et le pire, c'est que la plupart des gens prennent cette décision en pensant que c'est le choix intelligent. Mais c'est exactement ce qui les garde coincés. Parce que tout ce qu'on vous a toujours dit le contraire, que c'est le moment où les choses commencent enfin à marcher, que c'est là que la vie devient plus facile. Mais pour la plupart des gens, c'est exactement là que tout dérape, en silence. Parce que à 200 000 $, vous ne faites plus juste des progrès. Vous prenez une décision qui peut vous enfermer pour les 20 prochaines années. Et le pire, c'est que ça n'aura pas l'air d'une erreur. Ça aura l'air de la décision la plus intelligente que vous ayez jamais prise. Alors avant de faire ce choix, vous devez comprendre ce qui se passe vraiment derrière les chiffres. Mais si vous aimez les vidéos qui décortiquent les décisions financières de façon claire et concrète, mettez un like, abonnez-vous et on y va. Parce qu'il ne s'agit pas d'épargner plus d'argent, il s'agit de ne pas se faire piéger par l'argent que vous avez déjà. Prenons un scénario simple. 2 personnes, même âge, même revenu, même ville, toutes les deux ont réussi à mettre 200 000 $ de côté. Sur le papier, elles sont identiques. Mais à partir de là, leurs vies prennent des directions totalement différentes. Et la raison, ce n'est pas le revenu, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est même pas la discipline. C'est une seule décision. Le genre de décision qui semble évidente, le genre que tout le monde autour de vous va approuver, le genre qui paraît responsable. Appelons la première personne Marc. Marc regarde ses 200 000 $ et se dit « c'est ça, c'est ma chance de sécuriser quelque chose ». Alors il fait ce que la plupart des gens font. Il utilise cet argent comme apport. Il achète une maison, une belle maison, rien de fou, rien d'extrême, juste quelque chose qui correspond à son revenu et qui donne l'impression d'avancer. Et immédiatement, tout change, mais pas comme il s'y attendait. Parce qu'au moment où Marc achète cette maison, ces 200 000 $ cessent d'être flexibles. Ils cessent d'être optionnels. Ils deviennent figés, bloqués dans une seule décision, un seul actif, un seul lieu, une seule obligation à long terme. Et à partir de ce moment, sa vie financière ne tourne plus autour de la croissance, mais de l'entretien, mensualité, taxes foncières, assurance, réparation. Et ça ne donne pas l'impression d'être un investissement. Ça donne l'impression d'être la vie normale, ce que les adultes sont censés faire. Alors Marc ne remet rien en question. Il s'adapte. Maintenant, regardons la deuxième personne, Daniel. Même 200 000 $, même situation, mais au lieu de tout bloquer dans une grande décision, il fait quelque chose qui met mal à l'aise. Il attend, il loue. Et ça a tout de suite l'air d'être la mauvaise décision, parce que louer donne l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres. C'est ce que tout le monde dit. Pourquoi payer le crédit de quelqu'un d'autre? Pourquoi ne pas construire son patrimoine? Mais Daniel ne cherche pas à avoir l'air intelligent. Il optimise pour la flexibilité, parce qu'il comprend quelque chose que la plupart des gens ignorent à ce stade. À 200 000 $, votre plus grand avantage, ce n'est pas ce que vous possédez, c'est ce que vous pouvez encore faire. Et c'est là que le piège se referme, parce que Marc a l'air d'avoir réussi. Il possède quelque chose, il est installé, il fait ce qu'on attend de lui. Daniel a l'air de retarder sa vie comme s'il n'avait pas encore franchi l'étape suivante. Mais avancé de quelques années, et la différence commence à se voir. Pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais lentement, silencieusement et d'une manière très difficile à inverser. Parce qu'une fois que vous engagez ces 200 000 $, vous n'achetez pas juste un bien. Vous engagez vos décisions futures autour de ça. Où vous vivez, où vous travaillez, combien de risques vous pouvez prendre, quelles opportunités vous pouvez accepter et celles que vous devez laisser passer. Et c'est ça dont personne ne parle. Parce que ça ne se voit pas dans un calcul simple. Ça se voit dans tout ce qui suit. Maintenant, voilà où ça devient gênant. Parce que si vous regardez la situation de Marc de l'extérieur, rien ne semble anormal. Il a une maison. Il se constitue un patrimoine. Il fait ce que les gens responsables sont censés faire. Chaque paiement donne l'impression d'avancer. Mais le problème, ce n'est pas ce que Marc fait. Le problème, c'est ce que Marc ne peut plus faire. Décomposons ça. Quand Marc a utilisé ses 200 000 $ comme apport, il n'a pas juste acheté une maison. Il a acheté un chemin tout tracé. Parce que maintenant, chaque mois, il a un montant à sortir. Crédit, taxes, assurance, entretien. Et voici ce qui surprend les gens. Même si tout se passe bien, Marc ne gagne pas forcément. Et ce montant se fiche que sa situation change. Il se fiche que son revenu baisse, que son emploi devienne instable, qu'une meilleure opportunité se présente dans une autre ville. Ce paiement, lui, reste. Et avec le temps, ce paiement devient autre chose. Il devient une pression. Maintenant, comparez ça à Daniel. Daniel a toujours ses 200 000 $. Ils ne sont pas bloqués.
ils sont liés à aucune décision. Ils sont encore liquides, encore flexibles, encore capables de bouger. Et ça change tout, parce que quand un imprévu arrive, Daniel peut réagir. Marc, lui, doit encaisser. Disons qu'ils traversent tous les deux une année difficile, quelque chose de normal, rien d'extrême. Peut-être que le marché ralentit, peut-être que leur secteur prend un coup, peut-être qu'ils sont juste épuisés et veulent changer de voie. Bon, je crois qu'on va s'arrêter ici pour cette première partie. Si tu as aimé cette vidéo jusqu'ici, j'en suis sûr que tu brûleras d'impatience pour la seconde partie. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner si tu veux être la première personne informée. À bientôt et on se voit à la prochaine vidéo.